Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires où quand on les entend, on est content. Mais alors content, mais... Ah oui, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, aujourd'hui, Clémentine, lui était content aussi, mais cocu. Vous nous racontez le marquis de Montespan. Vous savez ce que disait Montesquieu, messieurs, tous les maris sont laids. Quelle belle phrase puissante. Et pourtant, quand ils se marient, chose extrêmement rare, Louis et Françoise ont le même âge, 23 ans. C'est rare quand même à l'époque. Et non seulement ils ont le même âge, mais ils s'aiment. Et Montespan est un très bel homme, cultivé, spirituel, courtois, avec un tempérament gascon assez vif. Non, parce que je voulais faire un mouvement du poing. Il avait du tempérament. Et la future marquise, alors je crois qu'on l'a assez dit dans les 10 minutes qu'on précédait, en parlant du duc du Maine, elle est ravissante. Donc c'est un très beau mariage, Françoise et Louis. Ils se marient d'ailleurs à Saint-Sulpice, à Paris, le 28 février 1663. Ils sont très amoureux, tout devrait bien se passer. Mais il y a quand même un problème de taille entre eux, c'est le manque d'argent. Montespan a une rente assez substantielle, mais il est constamment au bord de la saisie judiciaire. Il n'a pas les moyens de suivre le train fastueux de la cour. Ça devait être quelque chose d'ahurissant, parce que j'ai regardé, je crois qu'il avait 220 000 livres de rente, quelque chose comme ça, c'est-à-dire beaucoup plus que n'en avait Ninon de l'Enclos, qui vivait quand même très largement, et néanmoins, il était toujours endetté. Alors, comme il est toujours endetté, il veut essayer de conquérir la gloire. Il part notamment dans une expédition contre les pirates barbaresques, et il part en toute confiance parce que il aime sa femme, elle l'aime, il n'y a aucun problème. Quand il rentre, sa femme a été faite dame d'honneur, mais lui il voit simplement que c'est une situation brillante mais très très coûteuse, qu'il va encore falloir des toilettes de gala, des carrosses, des dentelles, les mémoires, autant dire, les factures s'accumulent. Mais en tout cas, aucun problème de fidélité. Et c'est là que Louis XIV, au printemps 1667, se désintéresse de Madame de la Vallière et s'avise de l'existence de la belle Françoise. Et écoutez plutôt ce qu'en dit Madame de Caylus, loin d'être une débauchée. Le caractère de Madame de Montespan était naturellement éloigné de la galanterie et la vertu. Quand elle avait commencé de plaire au roi, son seul projet était de le gouverner par l'ascendant de son esprit. Elle croyait qu'elle lui ferait désirer toujours ce qu'elle avait résolu de ne pas lui donner. Non, mais qu'est-ce que c'est beau! Mais excusez-moi, ça c'est de la langue française. Alors en tout cas, le malheureux Montespan, comme il passe sa vie à faire des allers-retours entre Paris et le Roussillon, où il a pris la tête d'une compagnie de chevaux légers, il a d'ailleurs même quelques aventure galante dans le Sud, et il a beau être marié, il aura notamment une liaison, une aventure avec la fille de Riquet, le créateur du canal du Midi. Mais comme il fait des allers-retours en permanence, les gens se disent, voilà un mari qui est pas trop regardant, en gros, il se passe des trucs à Versailles, il est le seul à ne pas le voir, et il s'en fiche. Sauf que il aurait pu quand même avoir la puce à l'oreille, parce que sa dernière permission lui est signée de la main du roi lui-même quand même, donc ça sent le truc qui a été demandé par sa femme. Et fin juillet 1668, alors qu'il est absent depuis 11 mois, il arrive à Paris, et là, en fait, après 6 mois de résistance, Madame de Montespan a cédé. Et non seulement elle a cédé au roi, mais elle est enceinte. Il y a quand même un léger problème. Alors là, Montespan, qui semblait d'une grande placidité tout d'un coup, est rendu absolument fou furieux. Il montre à l'une de ses amies une harangue qu'il destine au roi, et dans laquelle il invite le roi à lui rendre son épouse et à craindre le jugement de Dieu. Il fait, alors là l'anecdote est connue, il fait orner son carrosse de cornes gigantesques, et Saint-Simon raconte qu'il avait l'intention de se venger du roi façon François Ier avec la belle ferronnière. Donc il voulait traîner dans tous les bordels parisiens, attraper une maladie vénérienne, et par sa femme la filer au roi. Le roi n'était pas vraiment content, et ça commence à se gâter, parce qu'un jour il débarque chez Madame de Montausier, chez qui se trouvait sa femme Françoise, et là il agonie d'injures et de reproches. Il est embarqué de force par les domestiques, il est là à réclamer sa femme.
Louis XIV se décide à intervenir, il fait arrêter le marquis, l'envoie à Fort-l'Évêque, vous savez, cette prison près de l'actuelle Samaritaine dont je vous ai raconté l'histoire, et il le fait enfermer sous un prétexte tout à fait spécieux en disant que monsieur de Montespan n'est pas d'accord, désapprouve le choix de monsieur de Montausier comme précepteur du premier dauphin. C'est n'importe quoi, évidemment. Et le roi se doute bien qu'il ne va pas pouvoir indéfiniment garder en prison un homme dont chacun sait à la cour qu'il n'est là que parce qu'il est l'infortuné mari de celle qui l'intéresse lui. Donc il finit par le relâcher, il lui ordonne de se retirer dans ses terres de Guyenne et d'y rester. Et c'est là que Montespan part dans ses terres avec son fils de 3 ans, et arrivé dans son château, il refuse d'entrer par la petite porte, il doit passer par la grande, vu, dit-il, qu'il a des cornes trop grandes pour pouvoir passer par les petites, après quoi il va se livrer à un simulacre invraisemblable. Il déclare à ses amis et ses proches que la marquise est morte, et il les invite tous à un simulacre de funérailles, et là, il porte avec ostentation le deuil de son honneur, il met même une plaque mortuaire 1663-1667. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que 10 ans plus tard, il va y avoir un jugement en justice naturellement, et pour que les maris soient séparés d'habitation et de biens, et ce jugement se fera au tort du mari convaincu de dissipation, mauvais ménage et sévices connus contre sa femme. Il est en outre condamné à lui rendre sa dot alors qu'il n'a pas un rond. Elle va faire saisir ses meubles, elle va être très très hostile après avoir été... Parce qu'évidemment, elle est très heureuse dans les bras du roi, puis c'est le roi tout simplement. Oui. Mais elle aura quand même été ça ne va pas durer non plus. Elle aura été une vraie potache, et le jour où elle se retrouve, elle, ça y est, son temps est passé, elle va essayer de se rapprocher de son ancien mari qui ne voudra pas la voir, mais enfin, Saint-Simon a conclu ça en disant, parce qu'il a fait d'elle sa légatrice universelle, son exécutrice testamentaire, alors qu'on pourrait penser qu'il l'avait détestée, pas du tout. Et finalement, pour paraphraser Saint-Simon, le seul tort de monsieur de Montespan avait été pour son tourment d'avoir vécu toute sa vie et de mourir amoureux de sa femme. Comme quoi. Merci beaucoup, Clémentine. Ouais. Comme quoi, c'est un beau commentaire historique, Stéphane. Je pense que c'est un commentaire vraiment... Comme quoi, on est bien peu de choses, ma brave dame. Vous voyez, voilà, on croit... mais ce pauvre homme s'est mis en travers de l'histoire d'amour du roi et de sa maîtresse. Il suffisait qu'il attende, parce que c'est dur d'attendre. Elle s'est fanée quand même. Il a attendu plus de 20 ans, merci. Enfin, moi, ce qui m'a réconforté dans cette histoire, c'est qu'il a quand même eu pas mal d'aventures galantes, un peu échevelées. Alors là, une chose que j'ignore tout à fait. Il n'a pas communiqué là-dessus, en tout cas, s'il en a eu. Ah non, mais vous avez raison, Stéphane. Ça vous fera des devoirs à la maison. Et peut-être un point de moins. Peut-être un point de moins. Dans le quiz, c'est une bonne idée, Stéphane. J'aime beaucoup. À tout de suite pour le quiz.